Sophie Dubois s'arrêta net dans le couloir, entendant quelque chose d'impossible. La voix de sa mère, articulant une phrase complète. Pour la première fois en 4 ans, la phrase était claire, bien que faible. « Je veux connaître la fin de l'histoire ». Sophie sentit le monde autour d'elle s'arrêter. Ses jambes se mirent à trembler. Son cœur s'emballa, car cette voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 1460 jours, était celle de Mémé Colette, sa mère de 78 ans, la femme qui avait été professeure de lettres pendant 40 ans, celle qui aimait Prévert et récitait ses poèmes à chaque réunion de famille, la femme qui avait perdu les mots il y a 4 ans, lorsqu'un AVC lui avait volé tout ce qu'elle aimait. Si cette histoire résonne en vous d'une manière ou d'une autre, si vous sentez que quelqu'un dans votre vie a perdu sa voix, au sens propre comme au figuré, restez, parce que ce que vous allez entendre changera la façon dont vous voyez les personnes qui vous entourent. Sophie était à la tête de la plus grande chaîne de librairies de France. Ironie du sort. Elle vendait des millions de livres chaque année. Des millions de mots empaquetés dans du papier, plus de 200 librairies dans tout le pays, des employés qui l'admiraient, des prix de l'industrie de l'édition, des interviews dans des magazines économiques où elle parlait du pouvoir de la lecture. Mais elle ne pouvait pas entendre un seul mot de sa propre mère. L'hôtel particulier de Sophie occupait 3000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. Elle avait une bibliothèque personnelle avec plus de 10 000 livres, des éditions originales, des manuscrits signés, des exemplaires rares que des collectionneurs seraient prêts à tout pour posséder. Mais aucun de ces livres n'avait été lu à voix haute à Mémé Colette depuis son AVC. La chambre de Mémé Colette se trouvait dans l'aile est de l'hôtel particulier. Elle était spacieuse, lumineuse, avec des fenêtres donnant sur une roseraie qu'elle avait elle-même plantée il y a 30 ans. Il y avait un lit médicalisé de dernière génération, des moniteurs de signes vitaux, une infirmière disponible 24 heures sur 24. Tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais l'argent ne pouvait pas acheter les mots. L'AVC est arrivé sans prévenir, un mardi d'octobre, il y a 4 ans. Mémé Colette était dans le jardin, en train de tailler ses roses, quand elle a ressenti une douleur aiguë à la tête. Elle est tombée au sol. On l'a retrouvée 30 minutes plus tard. Les médecins ont dit qu'elle avait eu de la chance d'être en vie, de la chance que les dommages ne soient pas plus importants. Mais la chance a un prix. Et le prix que Mémé Colette a payé, c'est sa voix. Aphasie de Broca, c'est ainsi que ça s'appelle. Une condition où le cerveau comprend tout, mais ne peut pas former les mots. Mémé Colette pouvait entendre parfaitement. Elle pouvait comprendre chaque conversation. Elle pouvait ressentir chaque émotion. Mais quand elle ouvrait la bouche pour parler, seuls des sons dénués de sens sortaient, des syllabes brisées, des tentatives frustrées, des larmes d'impuissance. Les neurologues ont expliqué que l'aire de Broca, située dans le lobe frontal gauche, avait subi des dommages sévères pendant l'AVC. Cette zone est responsable de la production du langage. Sans elle, fonctionnant correctement, le cerveau peut comprendre les mots, mais ne peut pas les organiser pour parler. C'est comme avoir une bibliothèque remplie de livres, mais avec toutes les portes fermées. Les livres sont là, les mots sont là, mais il n'y a aucun moyen de les sortir. Mémé Colette, avant son AVC, était une femme extraordinaire. Elle avait enseigné les lettres à l'université pendant 4 décennies. Ses étudiants se souvenaient de sa passion en récitant des poèmes. Elle pouvait réciter Prévert de mémoire pendant des heures. Elle pouvait faire pleurer un auditoire entier avec son interprétation de paroles. Sa voix était son instrument le plus précieux. Et l'AVC le lui avait arraché. Sophie se souvenait du premier mois après l'AVC. Elle se souvenait de la façon dont sa mère essayait de parler et qu'il n'en sortait qu'un gémissement guttural. Elle se souvenait de la façon dont Mémé Colette pleurait de frustration quand elle ne pouvait même pas dire son propre nom. Elle se souvenait de la façon dont elle-même pleurait dans la salle de bain de son bureau, cachée de ses employés, se demandant pourquoi l'univers lui avait enlevé la personne qu'elle aimait le plus sans même la tuer. Parce que c'était ça le pire. Mémé Colette était vivante. Elle était là,
Ses yeux étaient toujours les mêmes yeux noisettes que Sophie se souvenait de son enfance. Son sourire était toujours le même sourire. Mais sa voix, la voix qui lui avait chanté des berceuses, la voix qui lui avait lu des contes avant de dormir, la voix qui lui avait dit « je t'aime » des milliers de fois, cette voix n'existait plus. Sophie avait engagé les meilleurs spécialistes, des orthophonistes des États-Unis, des neurologues d'Europe, des thérapeutes expérimentaux d'Asie. Elle a dépensé des centaines de milliers d'euros en traitements qui promettaient des miracles. Rien n'a fonctionné. Après 2 ans de tentatives infructueuses, le dernier spécialiste lui a dit la vérité. « Madame Dubois, l'air de Broca de votre mère est sévèrement endommagé. La probabilité qu'elle retrouve la parole fonctionnelle est inférieure à 3%. Je vous recommande d'accepter la situation et de vous concentrer sur la qualité de vie, pas sur la guérison. » Sophie a entendu ces mots. Et quelque chose est mort en elle. Ce n'était pas l'espoir. C'était quelque chose de pire. C'était la présence. À partir de ce jour, Sophie a commencé à travailler plus. Elle rentrait plus tard à la maison. Elle rendait visite à sa mère seulement 10 minutes par jour. Parfois moins, parfois pas du tout. Ce n'était pas qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'aimait de toute son âme, mais chaque fois qu'elle regardait Mémé Colette, chaque fois qu'elle voyait ses yeux qui imploraient d'être compris, chaque fois qu'elle entendait ces sons qui essayaient d'être des mots, Sophie ressentait une douleur si profonde qu'elle ne pouvait pas la supporter. Alors elle fuyait. Elle fuyait dans son bureau. Elle fuyait dans ses réunions. Elle fuyait dans ses chiffres et ses graphiques et ses projections de vente. Elle fuyait partout où elle n'avait pas à affronter le silence de sa mère. Et puis, Espérance est arrivée. Espérance Moreau avait 52 ans lorsqu'elle a été embauchée il y a 6 mois. Elle venait d'un petit village de Bretagne, appelé Saint-Jean-des-Bruyères. Un village de 3000 habitants où les maisons étaient en pierre et les ruelles pavées. Un village où les grands-mères racontaient encore des histoires au coin du feu et où les enfants s'endormaient en écoutant des contes de fées et de marins. Espérance avait quitté son village à 30 ans. Après que son mari soit mort dans un accident de chantier, elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas d'économie, elle n'avait que ses mains pour travailler et une valise avec 3 robes et un vieux livre que sa grand-mère lui avait légué. Ce livre était son trésor le plus précieux. C'était un cahier à couverture rigide avec des contes écrits à la main par sa grand-mère il y a plus de 50 ans. Les pages étaient jaunies et certaines tombaient de vieillesse. Mais Espérance le gardait comme s'il était en or, parce que dans ces pages se trouvaient les voix de toutes les femmes de sa famille, les histoires qu'elles avaient racontées de génération en génération. Espérance ne venait pas avec de grandes recommandations. Sophie n'avait aucune expérience dans les hôtels particuliers. Elle était juste une femme de Saint-Jean-des-Bruyères qui savait nettoyer, cuisiner et faire son travail sans déranger. Sophie Dubois l'avait rencontrée pendant 5 minutes. Elle lui avait posé 2 questions, lui avait annoncé le salaire et lui avait indiqué où se trouvait la chambre de service. Pour Sophie, Espérance était juste une autre employée. La numéro 8 en 4 ans, personne ne restait longtemps. Personne ne supportait l'ambiance pesante d'une maison où une vieille dame gémissait des sons incompréhensibles à longueur de journée. Personne ne voulait essuyer les larmes de frustration de Mémé Colette quand elle ne pouvait pas communiquer qu'elle avait soif ou qu'elle avait mal quelque part. Mais Espérance était différente. Sophie ne le savait pas encore. La voix que Sophie entendit dans le couloir ne venait pas de la télévision. Elle était réelle. Quelqu'un dans cette maison parlait, et ce quelqu'un, c'était sa grand-mère. Sophie se dirigea vers la chambre de Mémé Colette, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. La porte était entr'ouverte. Une douce lumière filtrait par la fenêtre, baignant tout d'une lueur dorée de crépuscule. Et alors, elle vit la scène. Espérance était assise sur une chaise près du lit de Mémé Colette. Elle tenait un vieux livre entre ses mains, un livre à la couverture usée et aux pages jaunies, et elle lisait à voix haute, d'une voix douce et mélodieuse, comme si elle chantait. Mais ce n'était pas ça qui coupa le souffle à Sophie. Ce qui coupa le souffle à Sophie,
C'était sa grand-mère. Mémé Colette était assise sur le lit, les yeux brillants, avec un sourire que Sophie n'avait pas vu depuis 4 ans, et ses lèvres bougeaient, pas avec des sons dénués de sens, avec des mots, des mots qui suivaient le rythme de l'histoire, des mots qui complétaient les phrases d'Espérance. C'était comme voir un fantôme, c'était comme voir quelqu'un revenir d'entre les morts, c'était comme assister à un miracle que les médecins avaient dit impossible. Sophie resta là, paralysée, incapable de bouger, incapable de parler. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, sans qu'elle puisse les arrêter. Et alors, Espérance arriva à la fin d'un paragraphe, et s'arrêta, et Mémé Colette prononça ces mots. Les mots que Sophie n'oublierait jamais. Je veux entendre la fin de l'histoire. Une phrase complète. Sujet, verbe, complément. 7 mots. 7 mots qui valaient plus que tous les millions que Sophie avait à la banque. 7 mots qui démontraient que sa grand-mère était toujours là, que sa voix était toujours là, qu'elle avait juste besoin du bon chemin pour sortir. Sophie recula d'un pas. Elle ne voulait pas interrompre, elle ne voulait pas briser le charme. Elle resta dans le couloir, écoutant, pleurant en silence, pendant qu'Espérance continuait à lire et que Mémé Colette continuait à murmurer des mots avec elle. Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas. Elle resta dans son bureau, regardant par la fenêtre, essayant de comprendre ce qu'elle avait vu. 4 ans de spécialiste, 4 ans de traitements coûteux, 4 ans d'espoir perdu, et une employée de maison, avec un vieux livre, avait réussi ce que personne d'autre n'avait pu. Comment était-ce possible? Qu'avait fait Espérance, que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas pensé? Sophie avait besoin de savoir, mais elle n'osait pas demander. Pas encore. D'abord, elle avait besoin d'observer. Le lendemain, Sophie n'alla pas travailler. Elle resta à la maison. Elle observa. Espérance arriva à 7 heures du matin, comme toujours, nettoya la cuisine, prépara le petit déjeuner, lava le linge, fit tout ce qu'une employée de maison fait, mais à 4 heures de l'après-midi, quelque chose changea. Espérance laissa ce qu'elle était en train de faire, alla dans sa chambre, ressortit avec le même vieux livre qu'hier et se dirigea vers la chambre de Mémé Colette. Sophie la suivit en silence, se tenant à distance. Elle vit Espérance entrer dans la chambre. Elle vit Espérance s'asseoir près du lit. Elle vit Espérance ouvrir le livre à une page marquée avec un morceau de tissu rouge. Et elle vit Mémé Colette, qui était allongée, les yeux fermés, se redresser immédiatement, comme si elle savait que c'était l'heure, comme si elle avait attendu ce moment toute la journée. « Bonsoir, Mémé Colette », dit Espérance de sa douce voix. « Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés. Vous vous souvenez de l'histoire du pêcheur et de la sirène ?» Mémé Colette acquiesça, et ensuite, elle fit quelque chose qui laissa Sophie sans voix. Elle ouvrit la bouche et dit « Le pêcheur avait peur ». 3 mots, prononcés avec effort, avec des pauses entre chacun, mais prononcés, clairs, compréhensibles. « Très bien, Mémé Colette », dit Espérance avec un énorme sourire. Le pêcheur avait peur, parce qu'il n'avait jamais vu une sirène aussi belle, et il se demandait si elle était réelle, ou si c'était un rêve. Sophie observa pendant 1 heure. Elle vit Espérance lire de courts paragraphes, puis attendre. Elle vit Mémé Colette essayer de répéter des phrases. Parfois, elle y parvenait. Parfois, il ne sortait qu'un murmure. Mais Espérance ne se frustrait jamais, ne s'impatientait jamais. Elle souriait toujours et disait « très bien » ou « presque » ou « essayons encore une fois ». C'était comme regarder une séance de thérapie. Mais ce n'était pas une thérapie formelle. Il n'y avait pas de machine. Il n'y avait pas d'exercice scientifique. Juste une femme lisant des histoires et une autre femme essayant de les dire. Cette nuit-là, Sophie fouilla dans la chambre d'Espérance pendant qu'elle dînait. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. Un cahier à spirale, avec la couverture bleue usée par l'usage. Sur la première page, d'une écriture soignée au crayon, il était écrit « Progrès de Mémé Colette ». En dessous,
d'une écriture plus petite, pour qu'un jour, elle puisse raconter ses propres histoires. Sophie ouvrit le cahier, les mains tremblantes. Ce qu'elle trouva la laissa sans parole. Les pages suivantes étaient remplies de notes, des dates, des mots, des observations. Chaque entrée était écrite avec le même soin, comme si chaque mot était important. Parce que pour Espérance, chaque mot l'était. Semaine 1, seulement des sons, aucun essai de mots. Mais ses yeux s'illuminent quand je lis. Semaine 3, essai de dire « oh », sorti comme « oh oh », progrès. Semaine 6, a dit maman quand j'ai terminé une histoire sur une mère et sa fille. J'ai pleuré. Semaine 10, phrase de 2 mots, plus d'histoire. Encore, le chat. Semaine 16, aujourd'hui, a dit une phrase de 4 mots, j'aime cette partie. Sophie tourna les pages, les mains tremblantes. Chaque semaine était documentée, chaque petite avancée enregistrée, chaque mot noté comme s'il était un trésor. Et il y avait autre chose. À la fin du cahier, il y avait une section intitulée « Histoire qui fonctionne le mieux ». Histoire d'amour, Mémé Colette sourit davantage. Essaye plus de mots. Histoire de famille. Parfois, elle pleure. Mais ensuite, elle parle davantage. Histoire avec des fins heureuses, les répète avec moi. Poésie de Prévert. Seulement ça. Quand je lis Prévert, ses yeux brillent différemment. Je crois qu'elle s'en souvient d'avant. Aujourd'hui, a essayé de dire parole, n'est sorti que paole. Mais elle a essayé. C'est ça qui compte. Sophie tourna les pages, des larmes coulant sur le papier. Il y avait d'autres notes, beaucoup d'autres. Semaine 20. Aujourd'hui, Mémé Colette a pleuré quand j'ai fini l'histoire du garçon qui a retrouvé sa mère perdue. Je crois que l'histoire lui a rappelé quelque chose. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a acquiescé. Puis elle a essayé de dire quelque chose. J'ai entendu « ma fille ». Je crois qu'elle voulait dire « ma fille ». Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle pensait à Sophie. Semaine 22. Mémé Colette m'a demandé de répéter une histoire. Pas avec des mots, avec des gestes. Elle a montré le livre, puis elle a fait un cercle avec le doigt. Elle voulait que je la répète. C'est de la communication, c'est un progrès. Même si ce ne sont pas des mots, c'est de la communication. Espérance avait étudié Mémé Colette comme si c'était un projet de recherche. Elle avait identifié des schémas. Elle avait trouvé quel type d'histoire générait le plus de réponses. Elle avait développé une méthode propre, sans aucune formation médicale, basée seulement sur l'observation et l'amour. Sophie referma le cahier. Elle le remit où elle l'avait trouvé et sortit de la pièce avec le cœur brisé. Pas brisé de tristesse, brisé de honte. Elle était la fille. Elle était la propriétaire d'une chaîne de librairie. Elle avait accès à tous les livres du monde et il ne lui était pas venu à l'esprit de lire à sa mère. Espérance, une femme de ménage payée au SMIC, avait pensé à quelque chose de si simple et de si puissant que tous les spécialistes avaient ignoré. Si cette histoire remue déjà quelque chose dans votre cœur, si vous sentez déjà les larmes monter, ne les retenez pas, parce que ce qui va suivre est encore plus fort. Et si cette histoire vous aide, pensez à soutenir cette chaîne. Votre soutien permet à des histoires comme celle-ci d'atteindre plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Sophie passa une autre semaine à observer. Chaque jour, à 16 heures, Espérance entrait dans la chambre de Mémé Colette avec son vieux livre. Chaque jour, Mémé Colette s'asseyait sur le lit avec les yeux brillants. Chaque jour, les mots coulaient un peu plus. Et Sophie commença à remarquer autre chose. Quelque chose qu'elle avait ignoré pendant 4 ans. Sa mère était heureuse, pas heureuse de la même manière qu'avant l'AVC, pas heureuse chantant et récitant de la poésie, mais heureuse d'une manière nouvelle. Heureuse d'avoir quelque chose à attendre. Heureuse d'avoir une connexion humaine. Heureuse que quelqu'un s'assoie avec elle et lui accorde du temps, de la patience et de l'amour. Espérance n'avait pas rendu la voix à Mémé Colette. Elle lui avait rendu quelque chose de plus important. Elle lui avait rendu l'espérance. Et l'espérance, parfois,
peut faire des miracles que la médecine ne peut pas expliquer. Mais la question qui tourmentait Sophie était autre. Pourquoi? Pourquoi une femme de ménage consacrerait-elle son heure de déjeuner à lire des histoires à une vieille dame qui n'était rien pour elle? Pourquoi apporterait-elle un livre de sa propre maison? Un livre qui était clairement un trésor familial. Pourquoi se lèverait-elle une heure plus tôt chaque jour pour noter dans un cahier les mots que mémé Colette essayait de dire? Sophie avait besoin de savoir. Et finalement, après 2 semaines d'observation, elle osa demander. C'était un dimanche après-midi. Mémé Colette faisait la sieste. Sophie trouva Espérance dans la cuisine, faisant la vaisselle du déjeuner. « Espérance, » dit Sophie, « il faut que je vous parle. » Espérance s'essuya les mains sur son tablier et se retourna. Ses yeux montraient de l'inquiétude. Elle pensait probablement qu'elle avait fait quelque chose de mal. « Vous n'êtes pas en difficulté, » clarifia Sophie. « Je veux juste vous demander quelque chose. » Espérance acquiesça. « Toujours tendue, Sophie prit une profonde inspiration. « Je sais pour les histoires, » dit-elle. « Je sais ce que vous faites chaque après-midi à 16 heures. J'ai observé et j'ai vu le cahier où vous notez les progrès de ma mère. » Espérance pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. « Madame, je peux expliquer. Je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regardait pas. C'est juste que j'ai vu mémé Colette si triste, si seule. Et moi, » Sophie leva la main pour l'arrêter. « Je ne suis pas fâchée, » dit-elle. « je ne sais pas ce que je suis, confuse, reconnaissante, honteuse, tout en même temps. » Espérance la regarda sans comprendre. Sophie s'assit sur une chaise de la cuisine. Soudain, elle se sentait très fatiguée. « Les meilleurs médecins du monde m'ont dit que ma mère ne reparlerait jamais, » dit-elle. « J'ai dépensé une fortune en traitement. Et vous, avec un vieux livre et votre heure de déjeuner. Vous avez réussi ce que personne n'a pu faire. » Espérance baissa les yeux. « Je n'ai rien fait de spécial. Madame, je lui lis juste des histoires. Ma grand-mère m'a appris que les histoires ont du pouvoir, qu'elles peuvent guérir ce que la médecine ne peut pas. » Sophie sentit les larmes monter. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi consacrez-vous votre temps libre à ma mère? Je ne vous paie pas pour ça. Ce n'est pas votre travail. Pourquoi faites-vous ça ?» Espérance resta silencieuse pendant un long moment. Elle regarda par la fenêtre. Elle regarda le ciel qui commençait à devenir orange avec le coucher du soleil. Et quand elle parla finalement, sa voix tremblait. « Parce que ma mère a aussi eu un AVC, » dit-elle. « Il y a 20 ans, dans notre village, il n'y avait pas de bons hôpitaux. Il n'y avait pas de spécialistes. Il n'y avait rien. » Sophie sentit son cœur se contracter. Espérance continua. « Ma mère était comme mémé Colette. Elle aimait parler, elle aimait chanter, elle aimait raconter des blagues lors des réunions de famille. Elle était la voix de notre maison. Et après l'AVC, elle s'est tue. Et que s'est-il passé ?» demanda Sophie d'une voix douce. Espérance la regarda avec des yeux humides. « Elle est morte. 3 semaines plus tard, sans pouvoir dire un seul mot, sans pouvoir dire au revoir, sans pouvoir nous dire qu'elle nous aimait une dernière fois. » Espérance fit une pause, respira profondément. Les larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix restait ferme. « La dernière chose que ma mère a faite a été de me prendre la main, » continua-t-elle. Elle m'a regardé dans les yeux, et j'ai pu voir qu'elle voulait me dire quelque chose d'important, mais sa bouche s'est ouverte et rien n'est sorti, seulement le silence. Un silence si grand que je l'entends encore dans mes cauchemars. Sophie sentait son cœur se briser en morceaux. « Ma mère est morte avec les mots coincés à l'intérieur, » dit Espérance. « Elle est morte sans pouvoir dire au revoir, sans pouvoir dire « je t'aime », sans pouvoir dire les choses que les mères disent à leurs enfants. Et moi, je suis resté avec le silence, avec le doute de ce qu'elle voulait me dire, avec la culpabilité de ne pas avoir trouvé un moyen de l'aider. Le silence qui suivit était si pesant que Sophie pouvait le sentir presser sa poitrine. « J'avais 32 ans, » continua Espérance, « et j'ai porté cette culpabilité pendant 20 ans. La culpabilité de ne pas avoir trouvé un moyen de l'aider. La culpabilité de ne pas avoir cherché plus d'options.
la culpabilité de l'avoir laissé mourir en silence. Sophie ne sut que dire. Elle resta juste là, à écouter, les larmes coulant sur ses joues. Espérance s'essuya les yeux avec le dos de la main. Elle regarda Sophie directement. « Pendant 20 ans, j'ai cherché un moyen de me racheter, dit-elle. J'ai travaillé dans des maisons de familles riches. J'ai gardé des enfants. J'ai nettoyé des sols. Mais toujours avec ce vide à l'intérieur. Toujours avec cette sensation tenace d'aurait dû faire plus pour ma mère. Toujours cette question, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais trouvé le moyen de l'aider à parler? Quand je suis arrivé dans cet hôtel particulier, dit Espérance, et que j'ai vu Mémé Colette, j'ai vu ma maman, j'ai reconnu cette frustration, j'ai revu cette douleur, j'ai perçu la même solitude, celle de quelqu'un qui a tant à dire, mais qui en est incapable. Et tu as décidé de l'aider, demanda Sophie. J'ai décidé d'essayer, corrigea Espérance. Je ne savais pas si ça marcherait. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute. Je suis juste une femme qui sait raconter des histoires, parce que sa grand-mère lui a appris, mais j'ai pensé que si les histoires ne pouvaient pas aider, au moins, elles ne feraient pas de mal. Et si elles pouvaient aider, peut-être pourrais-je donner à Mémé Colette ce que je n'ai pas pu donner à ma maman. Sophie se leva de sa chaise, s'approcha d'Espérance et la serra dans ses bras. Elle la serra. Comme elle n'avait jamais serré une employée, elle la serra. Comme on serre quelqu'un qui vous a sauvé la vie, elle la serra. Comme on serre quelqu'un qui comprend la douleur de perdre une mère. Dans cette étreinte, il y avait bien plus que de la gratitude. Il y avait de la reconnaissance. Il y avait deux femmes qui avaient souffert de manière différente, mais profondément connectées. L'une avait perdu sa mère, complètement. L'autre avait perdu la voix de sa mère, alors qu'elle était encore vivante. Toutes deux connaissaient le silence, toutes deux connaissaient la douleur des mots non dits. Espérance pleura sur son épaule pendant 5 longues minutes. Elle pleura avec des sanglots qui venaient du plus profond de son être. Elle pleura pour sa mère, morte sans pouvoir parler. Elle pleura pour les 20 années de culpabilité. Elle pleura de joie d'avoir enfin trouvé un moyen de se racheter. Et Sophie la laissa pleurer, parce qu'elle comprenait que ses larmes étaient celles de 20 années. Elles étaient la libération d'une culpabilité qu'Espérance avait portée seule pendant 2 décennies. Quand elles se séparèrent, Sophie la regarda droit dans les yeux. « Merci, dit-elle. Merci d'avoir redonné une voix à ma mère. Merci de lui avoir redonné espoir. Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas su faire. » Espérance secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier, madame. Mémé Colette est spéciale. Elle mérite que quelqu'un lui lise des histoires. Elle mérite que quelqu'un soit patient avec elle. Elle mérite que quelqu'un croie qu'elle peut reparler. » Sophie ressentit ces mots comme un coup en plein cœur, parce qu'elle n'y avait pas cru. Elle avait écouté les médecins et avait perdu la foi. Elle avait cessé d'essayer. Elle avait abandonné sa mère, sans même s'en rendre compte. Et Espérance, une employée de maison, un qui gagnait le SMIC, avait eu plus de foi qu'elle. Que feriez-vous à la place de Sophie? Que feriez-vous si vous découvriez qu'une employée donnait tout ce qu'elle a pour sauver votre mère? Que feriez-vous si vous saviez qu'elle faisait cela, non pas pour l'argent, non pas pour la reconnaissance, mais parce qu'elle cherchait une rédemption depuis 20 longues années? Si vous n'avez encore rien ressenti, vérifiez si vous avez un pouls, parce que ce qui va suivre est le moment qui a tout changé. Cette nuit-là, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 4 longues années. Elle alla dans la chambre de sa mère, s'assit près de son lit, prit la main ridée de Mémé Colette entre les siennes et lui lut une histoire. La chambre était plongée dans une douce pénombre. Seule une lampe de chevet éclairait l'espace, d'une lumière douce et chaleureuse. Mémé Colette était allongée, les yeux fermés, la respiration paisible. Sophie pensa qu'elle dormait peut-être, pensa qu'elle devrait peut-être attendre jusqu'à demain, mais quelque chose l'empêcha de partir. Quelque chose lui dit que ce moment était important, qu'elle ne pouvait pas attendre une seule seconde de plus.
Elle ne savait pas quel livre choisir. Elle ne savait pas quelle histoire fonctionnerait. Alors, elle prit le premier livre qu'elle trouva dans la bibliothèque de Mémé Colette. C'était un recueil de poèmes, un livre de Prévert. Sophie commença à lire. Sa voix tremblait légèrement. Elle n'était pas habituée à lire à voix haute. Elle se sentait maladroite, inconfortable, exposée. Mais quand elle regarda sa mère, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Mémé Colette avait les yeux ouverts, brillants, attentifs, et un léger sourire sur les lèvres. Sophie continua à lire, poème après poème, vers après vers, et à mesure qu'elle lisait, elle sentait que quelque chose se guérissait en elle, quelque chose qui était brisé depuis le jour de l'AVC. Et alors, après 20 minutes de lecture, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mémé Colette tendit la main, prit la main de Sophie et dit un mot. « Fille », un seul mot, mais ce mot valait plus que tous les livres que Sophie avait vendus dans sa vie. Ce mot était la preuve que sa mère était toujours là, qu'elle la reconnaissait, qu'elle l'aimait. Sophie pleura. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis les funérailles de son père. Elle pleura avec des sanglots qui secouaient tout son corps. Elle pleura pour 4 années de silence. Elle pleura pour 4 années de distance. Elle pleura pour avoir fui la douleur au lieu de l'affronter. Elle pleura pour toutes ces visites de 10 minutes. Elle pleura pour toutes ces fois où elle avait dit « je suis occupée ». Elle pleura pour toutes les occasions manquées de s'asseoir près de sa mère et d'être simplement présente. Les larmes mouillaient les draps de Mémé Colette, mouillaient le livre de Prévert qui était tombé sur le sol, mouillaient les mains entrelacées de la mère et de la fille, et Mémé Colette, de sa main tremblante, lui caressa les cheveux. Comme elle le faisait quand Sophie était petite, comme elle le faisait avant que l'AVC ne lui vole tout. « Ne pleure pas », essaya de dire Mémé Colette. Le mot ne sortit pas, complet, sortit comme « ne, oh, pas ». Mais Sophie comprit. Elle comprit chaque syllabe brisée, elle comprit chaque tentative frustrée, elle comprit que sa mère lui disait que tout allait bien. Et pour la première fois, depuis 4 ans, Sophie crut que peut-être c'était vrai. Depuis cette nuit, Sophie changea sa routine. Elle ne rentrait plus tard, elle n'évitait plus la chambre de sa mère, elle ne fuyait plus la douleur. Maintenant, chaque soir, à 20h, elle s'asseyait près de Mémé Colette et lui lisait, parfois de la poésie, parfois des contes, parfois des romans qu'elle avait aimés dans sa jeunesse. Et Mémé Colette écoutait, avec attention, essayant de répéter des phrases, essayant de retrouver les mots que l'AVC lui avait pris. Et Espérance continuait son rituel. De 16h, les 2 femmes, sans se concerter, avaient créé un système de double stimulation. Histoire l'après-midi, lecture le soir. 2 voix différentes, mais le même objectif, réveiller la voix endormie de Mémé Colette. Les résultats furent surprenants. 3 semaines après la rencontre dans la cuisine, Mémé Colette prononça sa première phrase de 5 mots. C'était pendant la séance d'Espérance. Elle lisait une histoire sur une institutrice de village qui apprenait à lire à des enfants pauvres. Et quand Espérance termina un chapitre particulièrement émouvant, Mémé Colette dit « Moi aussi, j'étais institutrice ». 5 mots, prononcés avec effort, avec des pauses, mais prononcés. Et le plus important, c'était ses propres mots. Elle ne répétait pas ce qu'Espérance lisait. Elle exprimait un souvenir. Elle connectait l'histoire avec sa propre vie. Espérance cria de joie, courut chercher Sophie. Les 2 femmes retournèrent dans la pièce et trouvèrent Mémé Colette avec un immense sourire, les yeux brillants de fierté. Ce soir-là, Sophie écrivit dans son journal « Ma mère a dit qu'elle était institutrice. Elle ne l'a pas dit comme une simple information. Elle l'a dit comme une déclaration d'identité, comme si elle se souvenait de qui elle était, comme si elle redevenait elle-même.
Et c'était exactement ce qui se passait. Les histoires ne stimulaient pas seulement l'air de Broca de Mémé Colette, elles la reconnectaient à son passé, à son identité, à la personne qu'elle était avant que son AVC ne lui vole tout. Chaque histoire était un pont entre le silence et les mots, un pont entre le présent et le passé, un pont entre la maladie et la personne. Et Espérance avait construit ce pont avec rien de plus qu'un vieux livre et une patience infinie. Un mois plus tard, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Sophie avait invité le neurologue de Mémé Colette pour un examen de routine. Elle ne s'attendait à rien de nouveau. Elle voulait juste s'assurer que sa mère était stable. Le neurologue fit ses examens habituels. Il vérifia les réflexes, regarda les pupilles, posa des questions simples, et alors, quand il demanda à Mémé Colette comment elle se sentait, quelque chose se passa. Mémé Colette le regarda droitement dans les yeux, prit une profonde inspiration et dit, avec une clarté que personne n'attendait, « Je me sens mieux depuis qu'on me lit des histoires. » 10 mots, une phrase complète avec sujet, verbe et complément, une expression cohérente d'un sentiment complexe. Le neurologue resta muet, littéralement muet. Il regarda Sophie, regarda Mémé Colette, regarda ses notes d'il y a 4 ans où il avait écrit probabilité de récupération de la parole, inférieure à 3%. Il enleva ses lunettes, les nettoya avec sa blouse, les remit, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Sophie sourit. « Des histoires, docteur. Nous lui lisons des histoires. » Le neurologue fronça les sourcils. « Des histoires. » Sophie acquiesça. « Notre aide à domicile a commencé il y a 6 mois. Elle lui lit des contes de fées tous les jours à 4 heures de l'après-midi. Et je lui lis des poèmes de Prévert et des romans chaque soir. Ce n'est pas une thérapie formelle. Ce ne sont que des histoires. » Le neurologue resta silencieux pendant un long moment. Puis, il regarda Mémé Colette avec des yeux nouveaux. « Madame Colette, dit-il, pouvez-vous me citer le nom d'un personnage des histoires qu'on vous lit ?» Mémé Colette réfléchit pendant quelques secondes. Et puis elle dit « Le pêcheur, de l'histoire de la sirène. Il s'appelait, elle s'arrêta, fronça les sourcils. Elle cherchait le mot. Sophie pouvait voir l'effort sur son visage. Et alors, après 10 secondes de lutte, le mot sortit. Il s'appelait Baptiste. Le neurologue écrivit quelque chose dans son carnet. Puis il regarda Sophie. « C'est extraordinaire, dit-il. Je n'ai pas d'autres mots. La récupération de votre mère va à l'encontre de tout ce que la science prédisait. C'est un miracle, dit Sophie. Le neurologue secoua la tête. Ce n'est pas un miracle, dit-il. C'est de la neuroplasticité. Le cerveau a la capacité de se reconnecter, de créer de nouvelles voies lorsque les anciennes sont endommagées. Mais il a besoin de stimulation. Et apparemment, les histoires fournissent exactement le type de stimulation dont le cerveau de votre mère a besoin. Sophie pensa à Espérance, à son vieux livre, à son heure de déjeuner dédiée à une vieille dame qui n'était rien pour elle. « Alors ça marche, » dit Sophie. « Lui lire des histoires fonctionne vraiment. » Le neurologue acquiesça. « Je ne peux pas garantir une récupération complète. L'aphasie de Broca est complexe. Mais je peux dire que votre mère a fait plus de progrès en 6 mois avec des histoires qu'en 3 ans avec une thérapie traditionnelle. » Sophie sentit les larmes vouloir jaillir à nouveau. « Pourquoi personne ne nous a dit ça avant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi aucun spécialiste n'a recommandé quelque chose d'aussi simple ?» Le neurologue soupira. « Parce que la médecine se concentre parfois tellement sur le technique qu'elle oublie l'humain, » dit-il. « Les histoires ne sont pas une thérapie approuvée. Il n'y a pas d'études cliniques, il n'y a pas de protocole, mais cela ne signifie pas qu'elles ne fonctionnent pas. Parfois, ce dont l'âme a besoin est aussi important que ce dont le cerveau a besoin. Et votre mère avait besoin d'histoire. » Le neurologue se leva, marcha vers la fenêtre, regarda la roseraie que Mémé Colette avait plantée il y a 30 ans. « J'ai passé 30 ans de ma carrière à étudier le cerveau, dit-il sans se retourner.
J'ai publié des centaines d'articles sur la neurologie. J'ai traité des milliers de patients atteints d'aphasie. Et jamais, jamais dans toutes ces années, je n'ai vu une récupération comme celle-ci. Il se retourna pour regarder Sophie. Votre aide à domicile, sans aucun diplôme, sans aucune formation médicale, a découvert quelque chose que nous tous ignorions, que le cerveau n'a pas seulement besoin d'exercice et de médicaments. Il a besoin de connexion, il a besoin d'émotion, il a besoin d'histoire. Ce soir-là, Sophie raconta tout à Espérance. Elle lui raconta ce que le neurologue avait dit. Elle lui raconta la neuroplasticité. Elle lui raconta que les histoires reconnectaient littéralement le cerveau de Mémé Colette. Espérance écouta en silence. Et quand Sophie eut fini, elle dit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. Ma grand-mère disait toujours que les histoires sont un remède pour l'âme. Maintenant, je sais qu'elles sont aussi un remède pour le cerveau. Certaines personnes vont mettre cette vidéo sur pause ici. Elles vont dire que c'est trop, qu'elles ne peuvent pas traiter autant d'émotions. Et c'est ok. Respirez. Prenez un moment. Mais je vous promets que ce qui suit en vaut la peine. Parce que je ne vous ai pas encore raconté ce qui s'est passé le jour où Mémé Colette a prononcé la phrase qui a tout changé. C'était un jeudi de novembre. Espérance lisait une histoire nouvelle. Une histoire qu'elle n'avait jamais lue auparavant. Elle l'avait trouvée au fond de sa malle à souvenirs. Un conte que sa grand-mère lui avait écrit à la main il y a 50 ans. C'était l'histoire d'une femme qui avait perdu sa voix à cause d'une sorcière maléfique. Pendant des années, la femme avait parcouru le monde en silence, cherchant le moyen de récupérer ce qu'elle avait perdu. Et à la fin, après de nombreuses aventures, elle avait découvert que sa voix n'était pas perdue. Elle était gardée dans les histoires que les autres racontaient sur elle. Chaque fois que quelqu'un se souvenait de ses paroles, chaque fois que quelqu'un répétait quelque chose qu'elle avait dit, sa voix revenait à exister. Espérance lut l'histoire avec sa voix douce et mélodieuse. Mémé Colette écouta les yeux fermés, un petit sourire aux lèvres. Et quand Espérance arriva à la fin, quand la femme du conte retrouva finalement sa voix, en écoutant sa fille raconter ses histoires, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mémé Colette ouvrit les yeux, regarda Espérance droitement et dit, avec une clarté qu'aucune des deux n'attendait, « Je veux écouter la fin de l'histoire ». Espérance resta paralysée. Ce n'était pas une phrase répétée, ce n'était pas quelque chose qu'elle avait lu. C'était une requête originale, une expression de désir, une preuve que le cerveau de Mémé Colette fonctionnait d'une manière que personne n'avait prévue. Mais ce n'était pas la phrase qui a fait pleurer Espérance. C'était ce que Mémé Colette a dit ensuite, avec effort, avec des pauses, avec des larmes coulant sur ses joues ridées. Mémé Colette a dit 7 mots de plus. Merci de avoir rendu ma voix. Espérance. Espérance a lâché le livre. Elle l'a laissé tomber par terre et a serré Mémé Colette dans ses bras de toutes ses forces. Les deux femmes ont pleuré ensemble pendant 10 minutes. L'une pleurait de gratitude, l'autre pleurait de rédemption. L'une avait retrouvé sa voix, l'autre avait trouvé le pardon pour n'avoir pas pu sauver sa propre mère. Sophie est rentrée à la maison 1 heure plus tard. Elle a trouvé Espérance dans la cuisine, les yeux rouges mais avec un énorme sourire. « Que s'est-il passé ?» a demandé Sophie. « Votre mère a parlé », a dit Espérance. « Elle a vraiment parlé. Pas seulement en répétant, elle a parlé. » Sophie a couru dans la chambre de Mémé Colette. Elle l'a trouvée éveillée, avec le livre de contes d'Espérance entre les mains. « Maman », a dit Sophie. Mémé Colette l'a regardée. Et d'une voix plus claire que tout ce que Sophie avait entendu depuis 4 ans, elle a dit « Ma fille, j'ai une histoire à te raconter. » Sophie a senti le sol disparaître sous ses pieds. Elle s'est assise sur le lit à côté de sa mère, a pris ses mains et a écouté. Ce que Mémé Colette lui a raconté cet après-midi n'était pas une histoire d'un livre. C'était sa propre histoire. L'histoire de sa rencontre avec le père de Sophie dans une librairie. L'histoire de leur amour né en lisant de la poésie ensemble. L'histoire de la conception de Sophie après une nuit à lire Prévert sous les étoiles. Les mots sortaient lentement,
fragmentée. Parfois, Mémé Colette s'arrêtait, cherchant le mot juste. Parfois, elle devait recommencer, mais les mots sortaient, et chacun d'eux était un miracle. Sophie a écouté pendant 2 heures, a pleuré pendant les 2 heures, et quand Mémé Colette s'est finalement endormie, épuisée par l'effort d'avoir autant parlé, Sophie est restée assise à côté d'elle, tenant sa main, se promettant de ne plus jamais cesser d'écouter. Cette nuit-là, Sophie a écrit un email à son neurologue. Elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Elle lui a raconté les phrases que Mémé Colette avait prononcées, l'histoire de la librairie, de Prévert et des étoiles. Le neurologue a répondu le lendemain. « Madame Dubois, c'est un cas à publier. Avec votre permission, j'aimerais documenter la guérison de votre mère. Ce qui se passe pourrait aider des milliers de patients atteints d'aphasie dans le monde entier. » Sophie a accepté. Et 3 mois plus tard, le cas de Mémé Colette a été publié dans une revue médicale. Le titre de l'article était « Thérapie narrative dans l'aphasie de Broca, une étude de cas sur le pouvoir des histoires ». L'article mentionnait « Espérance », la qualifiant de créatrice involontaire d'un protocole thérapeutique révolutionnaire. Une femme sans formation médicale formelle qui avait accompli ce que des années de thérapie conventionnelle n'avaient pas pu. Espérance a lu l'article, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas tous les mots scientifiques, ne comprenait pas les termes médicaux, mais elle comprenait une chose. Elle avait aidé. Ses histoires avaient aidé. L'amour de sa grand-mère, transmis à travers un vieux livre, avait traversé les générations pour guérir quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Et c'était tout ce qu'Espérance avait besoin de savoir. Mais l'impact de l'article a dépassé tout ce que quiconque avait prévu. D'autres hôpitaux ont commencé à contacter Sophie. D'autres neurologues voulaient en savoir plus sur la méthode. D'autres patients atteints d'aphasie voulaient essayer les histoires. Sophie a organisé une rencontre. Elle a invité Espérance à parler. La femme de ménage qui n'avait jamais parlé en public s'est tenue devant 50 médecins et thérapeutes et leur a raconté sa méthode. « Ce n'est pas compliqué », a dit Espérance d'une voix tremblante. « Lisez simplement. Lisez des histoires que vous aimez. Lisez avec patience. Lisez sans attendre de résultats. Lisez parce que les histoires méritent d'être racontées, pas parce que vous attendez un miracle. Et parfois, sans le chercher. Le miracle arrive. » Espérance a fait une pause. Elle a regardé les 50 médecins qui l'observaient attentivement. Aucun d'eux ne s'attendait à recevoir une leçon d'une femme de ménage. Mais tous prenaient des notes. « Ma grand-mère m'enseignait que chaque histoire a une âme », a continué Espérance. « Et quand nous racontons une histoire avec amour, cette âme passe de nous à celui qui nous écoute. Peut-être que c'est cela qui guérit, pas les mots en eux-mêmes. Mais l'amour avec lequel nous les disons. » Un médecin a levé la main. C'était un homme âgé, avec des cheveux gris aux tempes et un regard sceptique. « Madame Moreau, a-t-il dit, vous mentionnez l'amour comme facteur curatif. Mais comment pouvons-nous inclure l'amour dans un protocole médical? Comment pouvons-nous le mesurer? Comment pouvons-nous le reproduire ?» Espérance l'a regardé directement. « Vous ne pouvez pas, a-t-elle dit. L'amour ne peut être ni mesuré, ni reproduit, il ne peut qu'être donné. Et si les médecins ne peuvent pas donner d'amour à leurs patients, alors cherchez quelqu'un qui le puisse. Cherchez les grands-mères, les mères, les femmes de ménage. Quiconque sait raconter des histoires avec le cœur. » Le silence qui a suivi a été long. Personne ne savait quoi dire. Personne ne s'attendait à ce qu'une femme sans formation formelle dise quelque chose d'aussi profond. Les médecins ont pris des notes, ont posé des questions, ont demandé des copies du livre de contes de la grand-mère d'Espérance. Et 6 mois plus tard, le premier hôpital de France a inauguré un programme de thérapie narrative pour les patients atteints d'aphasie. Ils l'ont appelé « Programme Espérance ». Sophie a financé le programme, a fait don de livres de sa chaîne de librairie, a embauché des lecteurs bénévoles, a créé un système où les patients atteints d'aphasie recevaient des histoires tous les jours, comme Mémé Colette les recevait d'Espérance. Et les résultats ont été stupéfiants. Tous les patients ne se sont pas améliorés comme Mémé Colette.
L'aphasie est complexe et chaque cerveau est différent. Mais beaucoup se sont améliorés. Certains ont prononcé leurs premiers mots depuis des années. D'autres ont renoué avec des souvenirs perdus. D'autres ont simplement trouvé la paix en écoutant des histoires, même s'ils ne pouvaient pas répondre. Il y a eu un cas en particulier qui est devenu célèbre. Un homme de 65 ans, nommé Alain, qui avait perdu la parole après un accident de voiture. Il était resté silencieux pendant 3 ans. Sa femme lui lisait le journal tous les jours, mais il n'y avait jamais eu de réponse. Lorsqu'il a rejoint le programme Espérance, on lui a assigné une bénévole qui aimait les contes d'aventure. Elle lui lisait des histoires de pirates et de trésors cachés. Et après 2 mois, Alain a prononcé son premier mot en 3 ans. Le mot était bateau. Sa femme a pleuré pendant 1 heure. Les médecins n'arrivaient pas à y croire. Et Alain, avec un énorme sourire, a demandé plus d'histoires de pirates. Et tout avait commencé avec une femme de ménage qui regrettait sa mère disparue et un vieux livre hérité de sa grand-mère. 8 mois se sont écoulés depuis qu'Espérance a commencé à lire à Mémé Colette. Mémé Colette a maintenant 79 ans. Elle est toujours atteinte d'aphasie. Elle continue de lutter pour trouver les mots. Elle a toujours besoin de longues pauses entre les phrases. Mais elle parle. Pas comme avant l'accident vasculaire cérébral. Pas avec la fluidité de la professeure de littérature qu'elle a été pendant 40 ans. Mais elle parle. Elle dit « je t'aime ». Elle dit « j'ai faim ». Elle dit « raconte-moi une histoire ». Et ça, pour Sophie, c'est plus que suffisant. Espérance n'est plus femme de ménage. Sophie l'a promue accompagnatrice officielle de Mémé Colette. Elle lui a accordé une augmentation de salaire qu'Espérance a tenté de refuser à 3 reprises. Elle lui a donné une chambre plus grande avec vue sur le jardin. Elle lui a offert des congés payés et une assurance maladie, et tout ce qu'une employée ne reçoit jamais. Mais le plus important que Sophie lui ait donné n'était pas matériel. C'était de la gratitude. C'était du respect. C'était la reconnaissance qu'une femme avec un vieux livre avait fait plus pour sa famille que tous les millions qu'elle possédait. C'était la traiter comme un membre de la famille et non comme une employée. C'était l'inviter à la table lors des dîners. C'était l'inclure dans les photos de famille. C'était l'appeler par son prénom avec affection et non avec la froideur d'une patronne. Espérance, pour la première fois de sa vie, a senti qu'elle appartenait à un endroit. Après 20 ans de travail dans des maisons étrangères, d'être invisible pour les familles qui l'employaient, de se sentir toujours comme une étrangère, elle avait enfin un foyer. Pas parce que Sophie lui avait donné une chambre plus grande, mais parce qu'elle lui avait donné de l'amour. Espérance continue de lire à Mémé Colette tous les jours à 16 heures. Elle a maintenant une bibliothèque entière à sa disposition, courtoisie de Sophie, mais son livre préféré reste le même. Le livre de contes de sa grand-mère, le livre qui a traversé les générations pour guérir. Et Sophie continue de lire à sa mère chaque soir à 20 heures. Maintenant, elles lisent ensemble. Sophie lit un paragraphe. Mémé Colette essaie de le répéter. Parfois elle y parvient, parfois non. Mais elle rit, toujours. Elle pleure, toujours. Elle s'embrasse, toujours, à la fin. Parfois, les petits-enfants se joignent aux séances de lecture. Les enfants de Sophie, qui au début ne comprenaient pas pourquoi leur grand-mère ne pouvait pas parler, lisent maintenant des histoires pour elle. Ils la regardent essayer de prononcer les mots. Ils la voient sourire quand elle réussit. Ils la voient pleurer de bonheur quand une phrase sort complète. Et ainsi, sans le vouloir, Mémé Colette enseigne à une nouvelle génération le pouvoir des histoires. Elle plante des graines qui fleuriront de nombreuses années plus tard. Elle crée un héritage qui ne peut pas être mesuré en argent. Mère et fille, réunies par les histoires, connectées par les mots, guéries par l'amour. Cette histoire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir une femme de ménage qui utilise sa pause déjeuner pour lire des histoires à la mère de sa patronne. Il ne devrait pas y avoir une vieille dame atteinte d'aphasie qui retrouve la parole grâce à des contes populaires. Il ne devrait pas y avoir une millionnaire qui apprend à aimer en voyant une employée faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Mais elle existe, parce que le monde, malgré tout ce qui est mauvais, a encore des gens comme Espérance. Des gens qui racontent des histoires,
des gens qui croient au pouvoir des mots, des gens qui donnent une voix à ceux qui l'ont perdu. Et si vous écoutez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à quelqu'un qui a perdu sa voix, pas nécessairement à cause d'une maladie, peut-être par peur, peut-être par honte, peut-être par solitude, peut-être simplement parce que personne ne l'écoute. Et racontez-lui une histoire. Il n'est pas nécessaire que ce soit une histoire célèbre. Il n'est pas nécessaire que ce soit un livre cher. Cela peut être l'histoire de votre journée, l'histoire de votre enfance, l'histoire de la façon dont vous avez rencontré votre meilleur ami. Parce que les histoires sont des ponts entre les personnes, des ponts entre les générations, des ponts entre le silence et les mots. Et peut-être, seulement peut-être, votre histoire sera le pont dont quelqu'un a besoin pour trouver sa voie. La dernière fois que j'ai vu Mémé Colette, c'était dans une vidéo que Sophie a publiée sur ses réseaux sociaux. C'était le 80e anniversaire de Mémé Colette. Il y avait un gâteau à 3 étages décoré de roses en sucre. Il y avait des ballons dorés qui disaient « 80 ans ». Il y avait toute la famille réunie, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, d'anciens étudiants qui avaient voyagé depuis d'autres villes juste pour la voir, des collègues de l'université qui ne l'avaient pas oublié. La salle était remplie d'amour, remplie de rire, remplie de souvenirs partagés, et au centre de tout, assise dans son fauteuil préféré, se trouvait Mémé Colette, avec 80 ans, avec l'aphasie, mais aussi avec un sourire qui illuminait toute la pièce. Et Mémé Colette, avec le livre de contes de la grand-mère d'Espérance dans les mains, a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a raconté une histoire. Ce n'était pas une longue histoire. Ce n'était pas une histoire parfaite. C'était une histoire avec des pauses et des silences et des mots recherchés pendant des secondes éternelles. Mais c'était son histoire. L'histoire de la façon dont une femme de ménage lui a rendu sa voix. L'histoire de la façon dont les histoires l'ont sauvée. L'histoire de la façon dont l'amour peut faire ce que la médecine ne peut pas. Et à la fin de l'histoire, Mémé Colette a regardé la caméra. Ses yeux brillaient de larmes. Sa voix tremblait mais était ferme. Et elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Elle a dit « Les histoires ne meurent jamais, et tant qu'il y aura quelqu'un pour les raconter, nous non plus. » Puis elle a regardé Espérance, qui était assise à ses côtés avec les yeux humides. Et elle a ajouté 3 mots de plus. « Merci, mon Espérance. » Espérance l'a embrassée. Sophie les a embrassées toutes les deux. Et dans cette vidéo de 3 minutes, on pouvait voir 3 générations de femmes s'embrasser. 3 générations connectées par les histoires. 3 générations qui avaient trouvé le salut dans les mots. Vous avez 2 options maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier ce que vous avez entendu. Continuez votre journée. Faire ce que vous aviez à faire. Ou vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez appeler quelqu'un qui a besoin d'entendre votre voix. Vous pouvez raconter une histoire à quelqu'un qui a oublié les siennes. Vous pouvez être, ne serait-ce que pour un instant, comme Espérance, parce que le monde n'a pas besoin de plus de médecins, ni de plus de thérapie, ni de plus de traitements coûteux. Le monde a besoin de plus de gens qui racontent des histoires, mot après mot, phrase après phrase, histoire après histoire, avec patience, avec amour, avec espoir, comme Espérance. Comme nous devrions tous être. Et si cette histoire vous a ému, si vous sentez que quelque chose a changé en vous, ne gardez pas ce sentiment pour vous. Partagez-la, racontez-la à quelqu'un. Laissez un commentaire racontant votre propre histoire de quelqu'un qui vous a rendu la voix quand vous l'aviez perdue. Parce que les histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Et les personnes comme Espérance méritent d'être rappelées. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, les histoires ne meurent jamais. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour les raconter, nous non plus. C'est tout ce que Mémé Colette voulait dire. Et c'est tout ce que nous devons apprendre. Une vieille dame de 80 ans, atteinte d'aphasie, nous a enseigné quelque chose que tous les livres de développement personnel ne peuvent enseigner. Que les mots comptent, que les histoires guérissent,
que l'amour, lorsqu'il est exprimé avec patience, peut faire des miracles. Et une employée de maison de 52 ans, Espérance Moreau, nous a enseigné quelque chose d'encore plus important, que la rédemption est possible, qu'il n'est jamais trop tard pour soigner les blessures du passé, que parfois aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même. Ceci n'est pas seulement l'histoire de Mémé Colette, c'est l'histoire d'Espérance, c'est l'histoire de Sophie Dubois, c'est l'histoire de toutes les personnes qui ont perdu leur voix et de tous ceux qui luttent pour la leur rendre. Et maintenant, c'est ton histoire aussi, parce que tu l'as écoutée, parce que tu es arrivé jusqu'ici, parce que tu as laissé ces mots entrer dans ton cœur. Et les histoires qui entrent dans notre cœur ne nous abandonnent jamais. Elles restent avec nous, elles nous changent, elles nous rendent meilleurs, comme Espérance a changé Mémé Colette, comme Mémé Colette a changé Sophie, comme cette histoire, je l'espère, t'a changé Twi. Les histoires ne meurent jamais, et tant qu'il y aura quelqu'un pour les raconter, nous non plus.